Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce webinaire de m'avoir invité à essayer de répondre à cette question. Y a-t-il un futur meilleur possible pour les hémorragies cérébrales spontanées? Alors, ces hémorragies spontanées sont des hémorragies cérébrales parenchymateuses qui surviennent en dehors de tout traumatisme et qui surviennent chez un patient qui n'a pas de malformation vasculaire cérébrale connue ou tout au moins identifiée lors de la toute première imagerie. Il peut arriver parfois que dans le cadre du suivi, on identifie quelques semaines ou même quelques mois plus tard une malformation comme un cavernome par exemple, passé inaperçu lors de la première imagerie. C'est une pathologie qui est plus rare que l'ischémie cérébrale. Les registres de population montrent qu'il représente environ 11% des premiers accidents vasculaires cérébraux, un peu plus chez les patients asiatiques. C'est une pathologie qui a une mortalité élevée, 38% de mortalité en intra-hospitalier, et si l'on regarde ce qui se passe à 6 mois, on voit que la mortalité dépasse les 50%. Alors, la mortalité de cette pathologie a diminué au cours des dernières années. Vous voyez ici un résultat d'une étude de population faite à Dijon, dans l'est de la France. Et cette étude a comparé le devenir des patients ayant une hémorragie cérébrale à 3 différentes périodes, débutant en 1985 pour la première et se terminant en 2011 pour la troisième période. Et vous voyez que la mortalité qui figure en noir à l'extrême droite de chaque barre qui représente en fait l'échelle de Rankine modifiée, eh bien cette mortalité a diminué au cours du temps. L'explication à la baisse de mortalité ne pouvant être que la prise en charge en unité neurovasculaire, puisqu'il n'y a pas eu réellement de révolution thérapeutique dans l'hémorragie cérébrale au cours de ces 35 ans. Mais vous voyez aussi que cette baisse de mortalité a une contrepartie, qui est qu'il y a moins de patients récupérant sans handicap. Ils étaient un peu plus nombreux dans les années 85 que maintenant, certainement parce qu'un certains patients qui seraient décédés ne sont pas décédés et gardent un handicap plus fréquent. Et parmi ces handicaps, il y a le trouble cognitif. Cette étude faite à Lille chez des patients hospitalisés et suivis au long cours après une hémorragie cérébrale spontanée, publiée dans Lancet Neurology par Solène Moulin il y a quelques années, a montré que dans les hémorragies lobaires, lorsque nous sommes à 5 ans après l'épisode, le risque d'avoir une démence est d'environ 40%, ce qui est énorme. Et dans les hémorragies profondes, eh bien, ce risque est moins important, mais il est quand même de l'ordre de 20%. Donc c'est une conséquence assez importante des hémorragies cérébrales lorsque l'on survit à la phase aiguë. Alors leur profil a changé au cours du temps. L'incidence reste à peu près stable, mais les patients sont plus âgés. Dans les années 80, la moyenne d'âge de ces patients était de 67 ans. Actuellement, elle a dépassé les 75 ans. Leur profil a aussi changé. Dans les années 80, il y avait beaucoup d'hémorragies profondes chez des patients qui étaient des hypertendus chroniques. Actuellement, on verra plutôt des hémorragies lobaires chez des personnes âgées qui ont une angiopathie amyloïde, parfois associée à une maladie d'Alzheimer d'ailleurs, et qui sont plus souvent sous traitement antithrombotique, ce qui est un changement de profil de ces patients au cours du temps. Ici, sur la partie droite, vous voyez que ce changement de profil s'est accompagné également d'un changement de mortalité qui avait déjà été montré sur la diapositive précédente. Alors, pourquoi est-ce le parent pauvre des accidents vasculaires cérébraux? Une première raison est qu'il n'y a pas de filière parfaitement identifiée pour la prise en charge des hémorragies cérébrales. Ces patients peuvent arriver en unité neurovasculaire, en neurochirurgie, en réanimation, en neurologie générale, parfois même dans des services de médecine ou de pédiatrie pour les enfants. Les seuls points communs pour tous ces patients, le seul point commun, à vrai dire, c'est le passage par le service d'urgence. Et puis, il y a un deuxième point commun, mais qui ne concerne que les patients survivants, c'est la rééducation à la fin. Mais vous imaginez bien qu'en fonction, les patients n'arrivent pas par hasard dans l'une ou l'autre des structures, ils arrivent parce qu'ils ont un profil particulier.
de gravité, de topographie, de traitement supposé, d'âge, qui fait que ce patient va arriver dans telle ou telle structure. Donc, aucune de ces structures n'a une vision globale de la pathologie. Chaque structure a une vision totalement biaisée en fonction du profil des patients qu'elle accueille, et des essais thérapeutiques faits dans un type de structure vont forcément recruter des patients qui ont un biais particulier de recrutement. D'où l'intérêt des registres de population, parce que c'est la seule façon d'avoir une vision globale de la pathologie. Alors, c'est aussi le parent pauvre parce que la classification est obsolète. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la classification des causes d'hémorragie cérébrale, vous l'aurez sur cette diapositive, mais simplement pour vous rappeler des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui ne le sont pas tant que ça. C'est que pour qu'une artère saigne, il faut que cette artère soit le siège d'une lésion. Une artère ne saigne pas parce que la coagulation est perturbée ou parce que la pression artérielle est élevée. Les artères cérébrales peuvent supporter des perturbations de la coagulation ou des pressions artérielles, même parfois très élevées, sans conséquences particulières à court terme. Ce qui fait qu'une artère saigne, c'est que le vaisseau est lésé. Alors, chez un hypertendu, ce vaisseau peut être lésé parce que l'hypertension artérielle chronique, au long cours, a modifié la structure du vaisseau, mais c'est la modification de la structure du vaisseau qui va faire saigner et non pas le chiffre tensionnel à proprement parler. Ce qui fait qu'il y a souvent une confusion entre les causes et les facteurs de prédisposition ou les facteurs aggravants, comme le sont par exemple les troubles de coagulation. Donc il est très important de développer la recherche pour avoir une classification étiologique qui soit plus pertinente et surtout de définir le bilan étiologique minimal. Si l'on considère, comme c'est le cas dans cette classification ici à gauche, que l'hypertension artérielle est une cause d'hémorragie cérébrale ou qu'un trouble de l'hémostase est une cause d'hémorragie cérébrale, eh bien, on arrête le bilan chez les hypertendus chroniques ou chez les patients qui prennent des anticoagulants et qui ont un INR élevé à l'admission, et on ne recherche pas de cause. Et comme on n'en recherche pas, on n'en trouve pas, et on entre là dans un cercle vicieux qui va consister à dire hémorragie due à un traitement anticoagulant ou hémorragie due à une hypertension, ce qui n'est pas vrai. Ce sont des facteurs d'aggravation ou des facteurs de prédisposition. Alors, autre raison également, c'est que les traitements ont été dans l'ensemble quand même plutôt des échecs, et on n'a réellement testé qu'une seule cible thérapeutique à ce jour, qui est la limitation de l'extension de l'hémorragie. Vous avez ici un cerveau humain, deux balles qui peuvent vous paraître à l'œil nu avoir à peu près le même volume. L'une est une balle de ping-pong qui fait 29 millilitres, l'autre est une balle de golf qui fait 41 millilitres. À l'œil nu, elles sont très proches. Eh bien, si vous avez dans un cerveau une hémorragie de 41 millilitres, vous avez un risque de mortalité qui est le double de l'hémorragie qui fait 29 millilitres, et pourtant ces deux hémorragies ont un volume qui, à l'œil, est relativement proche. Alors, la seule cible thérapeutique qui a été vraiment testée, c'est d'éviter de limiter cette extension de l'hémorragie qui est extrêmement fréquente dans les premières 24 à 48 heures. On a essayé de le faire par la chirurgie, la baisse de pression artérielle, les facteurs procoagulants et les corrections de troubles de l'hémostase. La chirurgie, on le verra, n'a pas donné de résultat positif. La baisse de la pression artérielle a donné un résultat extrêmement marginal. La correction des troubles de coagulation de l'hémostase est efficace sur le plan des tests, un peu efficace également sur le plan du volume, mais n'a jamais montré une efficacité clinique. Et quant aux facteurs procoagulants, ils ont été testés et ils sont au mieux sans efficacité et au pire délétères. Alors, qu'en est-il des traitements actuels? Eh bien, le seul traitement réellement validé et accessible à large échelle, c'est l'unité neurovasculaire, donc une structure qui permet principalement de prévenir les complications et de traiter les complications de façon appropriée. Son bénéfice est quand même beaucoup plus faible que dans l'ischémie cérébrale, même s'il existe, puisque pour 1000 patients traités, on va éviter à peu près 50 morts ou dépendants. Mais la pathologie étant plus grave, si vous
si vous traduisez cela en termes de bénéfices dans la population, connaissant le nombre d'hémorragies cérébrales qui surviennent chaque année dans une population d'1 million d'habitants, eh bien, en traitant toutes les hémorragies cérébrales en unité neurovasculaire, on évitera 5 cas de mort ou de dépendance par an. Donc c'est un bénéfice, certes réel, mais quand même assez marginal. La baisse intensive de la pression artérielle apporte un bénéfice qui est encore plus faible, que vous voyez ici, avec 4 handicaps ou décès évités par an. La transfusion plaquettaire a un effet délétère, j'y reviendrai. On aura 4 patients supplémentaires morts ou handicapés. La chirurgie conventionnelle n'a pas d'effet, ni bénéfique ni délétère, et la chirurgie mini-invasive a un petit effet bénéfique, mais qui, en termes de population, est un effet tout à fait marginal. 1 à 2 cas de décès ou dépendance évités par an si on prend l'habitude de traiter les patients appropriés par chirurgie mini-invasive. Ici, c'est une diapositive qui vous montre simplement que la chirurgie conventionnelle ne fait ni mieux ni moins bien que l'abstention thérapeutique dans les hémorragies cérébrales. Alors, quand on regarde les groupes traités par chirurgie et pas traités par chirurgie, on arrive toujours à trouver des sous-groupes qui vont mieux avec chirurgie et d'autres qui vont moins bien avec chirurgie. Alors, il est possible, et assez intuitif d'ailleurs, que si on se trouve face à un sujet jeune qui a une hémorragie lobaire, qui est en train d'augmenter son volume, il y a un peu plus de bénéfices à la chirurgie, alors que si on est face à un sujet plus âgé qui a une hémorragie profonde, dont le volume est relativement stable, il y a moins de bénéfices à la chirurgie. Puis globalement, le message est que la chirurgie conventionnelle ne modifie rien au pronostic des hémorragies cérébrales. Donc ce n'est pas un traitement à proposer en routine, en tout cas aux hémorragies cérébrales. Un autre exemple, les antiplaquettaires. Bon, il était logique de les essayer chez les patients, les transfusions plaquettaires, pardon. Il était logique de l'essayer chez les patients sous antiplaquettaires. Effectivement, quand on transfuse des plaquettes à un patient qui a une hémorragie cérébrale alors qu'il est sous antiplaquettaire, on change le pronostic de ce patient. Vous voyez que les deux groupes n'ont pas le même pronostic. Les morts sont à droite, les patients qui guérissent sans séquelles sont à gauche. Mais si vous regardez bien, le groupe qui va mieux est ici, c'est le groupe traitement standard, c'est-à-dire le groupe placebo, qui a moins de morts et plus de patients récupérant dans de bonnes conditions que le groupe qui a une transfusion plaquettaire. La transfusion plaquettaire est donc délétère dans cette indication et fortement déconseillée. La baisse de la pression artérielle, alors elle est recommandée. Dans toutes les recommandations européennes ou américaines, vous verrez qu'on dit qu'il faut baisser la pression artérielle à moins de 140 de systolique dans l'heure qui suit l'arrivée des patients. Il y a un effet qui a été montré dans cette étude Interact 2, mais c'est un effet qui est juste à la limite de la signification. Si on veut d'ailleurs être très strict au plan méthodologique, l'essai n'est pas positif, hein, même si c'est recommandé. Alors, il y a des pistes pour le traitement. Je ne vais pas avoir le temps d'entrer en détail dans toutes les pistes. Des pistes qui s'adressent réellement à la phase aiguë dans les minutes qui suivent. Ce sont toutes les pistes qui vont essayer de prendre en charge l'augmentation de volume de l'hémorragie, baisse de pression artérielle, traitement hémostatique lorsqu'il est indiqué, éventuellement chirurgie mini-invasive pour évacuer un hématome mais sans craniectomie à proprement parler. Il y a des pistes thérapeutiques qui vont plutôt s'adresser à l'effet de masse dû à l'hématome ou dû à l'édème. C'est la chirurgie décompressive par craniectomie, certaines thérapeutiques qui vont agir sur l'édème, qui est aussi responsable d'un effet de masse. Et puis, il y a des thérapeutiques qui vont plutôt être indiquées à l'échelle de semaines, voire de mois, qui sont des traitements chélateurs du fer, évitant la toxicité à proprement parler du sang, qui va être responsable d'effets secondaires tardifs. Parmi cette nouvelle piste, il y a la chirurgie mini-invasive,
qui a déjà montré quelques effets bénéfiques dans une étude très préliminaire, qui est l'étude MISTI, ayant inclus un petit nombre de patients et dans des indications qui sont extrêmement limitées. Autre exemple, c'est peut-être un retour de la chirurgie traditionnelle, non pas pour toucher à l'hémorragie elle-même, mais cette fois-ci pour faire une grande craniectomie, comme on fait dans les ischémies cérébrales par exemple, grande craniectomie avec ouverture de la dure mère, plastie de la dure mère, de façon à éviter l'effet de masse dû à l'hémorragie et dû aussi à l'édème, qui ne figure pas sur cette diapositive, mais qui contribue à cet effet de masse. Bon, ça, c'est quelque chose qui est en cours d'exploration actuellement. Il faudra encore attendre un peu pour avoir les résultats de cette étude. Et enfin, dans les pistes, il y a aussi les traitements antifibrinolytiques, en particulier l'acide tranexamique, qui a montré un effet dans d'autres pathologies, en particulier chez les patients polytraumatisés ou chez les femmes qui ont des hémorragies du postpartum et qui mériteraient d'être étudiées également dans certaines hémorragies cérébrales. Alors, c'est ma dernière diapositive, c'est une diapositive qui servira également de conclusion. Je conclurai en disant qu'il est temps de développer la recherche dans le domaine des hémorragies cérébrales et que les objectifs de cette recherche doivent être de contrôler l'hémorragie en phase aiguë et pour cela de prévoir des inclusions de patients très précocement après les premiers signes, de minimiser l'effet de masse, c'est ce que l'on pourra faire par exemple par la chirurgie mini-invasive ou par l'hémicraniectomie, de réduire la toxicité des produits de dégradation du sang, de traiter l'édème, les antidémateux conventionnels n'ont aucun effet, ils sont même plutôt délétères, mais il y a peut-être des pistes de recherche pour traiter ou prévenir cet édème. Et enfin, il y a également des objectifs dans la facilitation de la récupération fonctionnelle et dans l'identification des causes dont il faudra sans doute tenir compte à l'avenir pour les essais cliniques de phase aiguë et surtout pour les essais de prévention. Je vous remercie.